Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Bon, ben, un grand merci d'être venus ce soir. Vous êtes très nombreux, c'est impressionnant. C'est la première fois que je fais une rencontre en Ardèche. J'en ai fait pas mal un peu aux quatre coins de la France, mais en Ardèche, c'est la première fois. Et je suis très heureux de partager ce moment avec vous et je remercie toute l'équipe projet du groupe Santé Mentale de l'Ardèche, du Sud, de m'avoir proposé de participer à ce projet et aussi pour son accueil et sa confiance. Voilà, j'ai apprécié nos échanges et j'ai été aussi touché par cette dynamique et le fait que chacun dans ce groupe, dans cet univers que je ne connaissais pas très bien, apportait sa différence comme une richesse au service du projet. Et je me suis senti tout de suite à l'aise. C'est drôle parce que cette collaboration, elle est intervenue à un moment particulier de ma vie. C'était un moment, après 8 années de convalescence improbable, j'ai déclaré mon burn-out il y a 8 ans, c'était le 1er janvier 2010, on aura l'occasion d'y revenir. Je dis 8 années de convalescence improbable parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, voilà, c'est un peu compliqué. Je me suis enfin résolu à déposer un dossier de reconnaissance à la Maison du Handicap. Voilà, et ça tombait en même temps que ce travail préparatoire. Voilà, c'était quelque chose qui était un peu difficile pour moi à digérer, et j'ai trouvé que c'était un clin d'œil du destin, comme un encouragement à trouver sa place, et notamment dans ce projet. Voilà, l'idée c'était de reconnaître ce que j'avais tant de mal à reconnaître, c'était mon état de santé, et du coup, dans cette rencontre, dans ce travail, comme souvent dans les rencontres dans ce projet, il y a eu une recréation réciproque, j'espère, à travers les personnes qui reçoivent, qui sont présentes et qui lisent le livre, et puis de mon côté, voilà, ce travail me nourrit et me transforme chaque jour. Alors effectivement, je suis l'auteur d'un livre expérimental, Burnout, la fin du rêve, un titre qui fait beaucoup causer, que j'accompagne depuis plus de 3 ans. Et plus qu'un livre, c'est un projet artistique, sensoriel, humain, un petit peu difficile à définir, et c'est bien comme ça. Et c'est une proposition d'écosystème, en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le livre, une proposition d'écosystème basée sur le partage qui propose en fait d'intégrer dans l'expérience de lecture, depuis l'écriture du livre jusqu'à sa diffusion participative, la rétribution équitable de l'auteur, mais aussi la fabrication éthique. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème et cette rencontre ce soir fait partie de cet écosystème, vraiment partie prenante de ce projet. J'en dis pas plus, pour ceux que ça intéresse, on pourra prendre un petit moment après pour échanger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me compléter cette présentation dans l'intérêt du partage. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc moi j'ai 39 ans, je vis dans la vallée de la Besorgue, au-dessus de Vals-les-Bains. Mon travail est d'écrire. Aujourd'hui j'écris des livres, des chansons, de la poésie, et je vais à la rencontre des personnes, comme ce soir. C'est un travail qui me plaît beaucoup et que je délivre selon mes possibilités physiques, donc en pointillé. Il y a des jours ça avance, d'autres beaucoup moins. J'ai pas toujours fait ce travail a changé avec le burn-out, comme beaucoup de choses dans ma vie. Je dirigeais avant, quand j'ai fait mon burn-out, je dirigeais un magazine, j'avais créé une entreprise en région Rhône-Alpes. C'était un gros projet que j'avais créé à l'automne 2008. C'était mon projet, hein, après une carrière de 10 années dans la prévention des risques dans des grands groupes. Et que j'avais quitté parce que mes fonctions de préventeur ne masquaient pas l'impuissance qui était la mienne face au remplacement de l'humain par la productivité, le profit. Donc un passage difficile, et puis la création de cette entreprise dans laquelle je me suis investi corps et âme. Et pourquoi j'ai écrit ce livre? Je l'ai d'abord écrit pour moi, parce qu'à un moment j'étais dans un tel état de sidération, j'avais tellement pas de réponse, qu'il a fallu que je réécrive les pièces du puzzle et que j'essaye de recomposer ce puzzle. Donc d'abord j'ai écrit ce livre pour moi, et puis ensuite j'ai publié ce livre parce que j'ai senti en l'écrivant et en le partageant avec mes proches qu'il y avait comme un croisement, comme une rencontre entre ce que je vivais intimement et ce que nous vivions tous sur le plan collectif, d'une part, et entre la rupture de mon corps et la rupture, en tout cas celle qui rongeait le corps social. Voilà. Et du coup, humblement, je me suis dit qu'il y avait peut-être un intérêt à partager ce travail. Alors, avant de vous proposer le fil de cette rencontre, qu'on a essayé d'imaginer un petit peu léger, parce que le sujet est lourd,
sans nier sa difficulté. Je vais vous juste prendre 5 minutes pour parler un petit peu de définition, parce que c'est un travail, comment dirais-je, c'est un sujet qui est à la fois très médiatisé, qui reste très mystérieux. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Alors, burn-out, ça veut dire carboniser, en anglais. C'est un terme qui a été introduit en 1980 par un psychanalyste américain qui s'appelle Freudenberger et qui a écrit le livre La brûlure interne. Alors moi, le terme de burn-out, c'est un terme que je n'aime pas et qui figure juste sur le titre, sur la première face du livre. Le corps médical traduit le burn-out en France par syndrome d'épuisement professionnel. On voit tout de suite la supériorité de la langue française. Et du coup, il n'y a pas de définition du syndrome d'épuisement professionnel parce que c'est une maladie qui n'est pas reconnue par l'OMS. Donc on parle bien de syndrome. Et moi, ce terme de syndrome d'épuisement professionnel, je ne le préfère pas à burn-out, donc je ne l'utilise pas non plus. J'utilise le terme d'épuisement à lequel j'accole l'adjectif général. Voilà, je ne souhaite pas rentrer dans la dichotomie, savoir si on est dans le milieu du travail ou dans la sphère personnelle. Pour moi, c'est des choses qui sont intimement liées. De la même façon que le corps et l'esprit sont liés, on en parlera tout à l'heure. Malgré tout, vu que moi, je ne représente personne ici d'autre que moi-même, et c'est déjà assez compliqué comme ça, je vais citer l'association France Burnout, qui a la définition suivante. Malgré la médiatisation constante de ce qu'on appelle le burn-out, il n'existe pas de consensus du milieu médical sur la définition du syndrome d'épuisement professionnel. Donc je confirme, moi aucun médecin ne m'a signé de certificat médical avec un diagnostic de burn-out. Donc en fait, ce soir, je vous parle d'un sujet qui est totalement contestable, et totalement incontestable aussi, selon le point de vue dans lequel on se place, selon qu'on se place du point de vue de l'expérience ou du point de vue de la définition. Donc on parle de syndrome, un ensemble, je continue la définition, un ensemble de symptômes pouvant être attribués à plusieurs maladies, c'est ça un syndrome. C'est des symptômes qui piochent dans différentes cases de maladies qui sont, elles, reconnues. Ces symptômes diffèrent également selon le patient, et c'est ça qui fait que pour le corps médical, c'est compliqué. L'association propose la définition suivante, en précisant qu'elle doit avant tout se comprendre dans le champ professionnel, donc c'est un parti pris. Le syndrome d'épuisement professionnel, burn-out, est un processus autant qu'un état conduisant à un effondrement physique, intellectuel et émotionnel provoqué par une modification majeure et durable du rythme de vie professionnel. En l'absence de statistiques fiables, on peut donc considérer que le burn-out n'existe pas ou qu'il touche plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs dizaines de millions de personnes. C'est l'état actuel des définitions. Donc ce préalable étant passé, moi je ne souhaite pas vous faire une présentation trop classique ou trop rigoureuse. Il y a aujourd'hui plein d'informations et beaucoup plus de points de vue peut-être qu'il y a quelques années sur le burn-out. On va partir sur un fil conducteur qu'on a défini ensemble avec le groupe, parce que le burn-out, ce n'est pas un livre sur le burn-out, c'est plutôt un livre sur l'époque qu'on vit, la façon dont on l'aborde individuellement, collectivement. Et du coup, on peut l'aborder de plusieurs façons différentes. On en revient toujours au même, c'est le propre d'un quelque chose qui est vivant. Et du coup, c'est l'incompréhension qui est ressortie. C'est une espèce de passerelle entre la santé mentale et puis le projet et l'expérience qui a été la mienne, ça a été l'incompréhension. Alors c'est ce fil que je vais vous proposer de dérouler ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on comprenne toujours ce fil de l'incompréhension, mais ce ne sera pas très grave du coup. Alors le premier tableau que je voulais vous présenter, c'était un truc qui m'a fait rigoler, c'est que lorsque Céline Soutard, qui coordonne ce projet, m'a contacté pour me proposer d'intervenir, j'étais enthousiaste puisque, comme vous l'avez compris, la rencontre fait partie de cet écosystème éditorial. Donc j'ai accepté, et puis on a calé les grandes lignes. Et puis quelques jours après notre conversation téléphonique, j'ai été pris d'une sorte de malaise. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre quand même. Déstigmatiser la santé mentale, c'était l'objectif de cet événement. La santé mentale, mais pourquoi on fait appel à moi? Parce que moi, j'ai fait un épuisement physique. J'ai été épuisé physiquement, mais mentalement, ça va bien, merci. Je ne suis pas passé à l'hôpital psychiatrique, je ne prends pas d'antidépresseurs, ni d'anxiolytiques. Donc je me suis dit, peut-être qu'il y a eu une erreur de... Peut-être que j'ai accepté un petit peu. Alors je me suis un peu renseigné, j'ai consulté des sites, et j'ai vu que l'un des marqueurs de la santé mentale, c'est un terme que je découvrais, je ne connaissais pas, qui avait tendance peut-être à me mettre un peu mal à l'aise d'ailleurs, c'était le bien-être.
Alors là, ça m'a rassuré un petit peu, enfin façon de parler, parce que je me suis dit que bon, ce côté bien-être, c'était pas la folie. Je pouvais effectivement progresser. Il faut dire que c'est pas si facile de trouver sa place dans une société quand on souffre d'un mal qui n'est pas reconnu. C'est pas si facile de changer 30 ans de fonctionnement, même avec la plus grande volonté. Et ça m'a fait prendre conscience, en fait, cette incompréhension, qu'encore aujourd'hui, je résistais non seulement aux troubles psychiques que j'avais, puisque c'est le terme, je crois, aux troubles psychiques, je commence à devenir pro là. Non seulement aux troubles psychiques que j'avais connus pendant 8 années, j'en perds mon latin, aux troubles psychiques que j'avais rencontrés pendant le burn-out, de façon aiguë, c'est-à-dire les crises d'angoisse, les crises de colère, le désespoir, le sentiment de solitude, le sentiment d'incompréhension, mais aussi à résister à ces troubles psychiques, à ces difficultés qui persistent encore aujourd'hui. Ça m'a amené un petit peu à réfléchir, et au passage, j'ai pris conscience que peut-être que tout ce que je n'avais pas réussi à exprimer pendant 30 ans, c'est mon corps qui l'avait dit, en fait, à sa façon, avec son langage, et qu'il avait trouvé que la souffrance pour imposer son message à cet esprit définitivement buté. Et sans que je puisse comprendre ce qui se passait. Donc on en revient à ce fil de l'incompréhension, cette notion de compréhension qui était floue. Et du coup, j'ai trouvé que oui, intervenir dans cette semaine d'information sur la santé mentale, c'était une bonne idée. Alors ce que je vous propose, c'est qu'entre chaque tableau, on ait une petite citation. Et du coup, on a Véronique qui va se proposer de lire des citations qui sont issues du livre. Comment savoir où aller si l'on ignore d'où l'on vient? Merci Véronique. Le deuxième tableau, donc notre échange aujourd'hui tourne sur le burn-out. Alors c'est un terme très à la mode, comme je l'ai dit, on en entend parler partout, il y a de plus en plus de gens qui disent j'ai fait un burn-out, j'en ai fait 2, j'en ai fait 3. On parle de bore-out, de burn-in, je lis parce que je ne les connais pas, de brown-out. Et on parle même d'une loi pour reconnaître les personnes qui souffriraient du burn-out. Alors au passage, je fais une pause. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en l'absence de loi, les personnes qui souffrent du burn-out, elles font quoi? Comment elles sont reconnues? Parce que si on attend qu'il y ait une loi qui sorte pour reconnaître ce phénomène, en attendant, qu'est-ce qui se passe? Et bien, depuis 8 ans, moi, mon burn-out, c'est pas une maladie. J'ai pas d'indemnisation sociale, pas de diagnostic et pas de traitement. Donc c'est l'aventure, c'est le vide. Ça peut être une opportunité aussi, le champ libre. Et la société, mon sentiment, c'est que la société attend de moi, puisque je parle comme mon nom, que je continue à faire ce que j'ai ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire rentrer dans les cases qui existent, même si c'est ça qui m'a rendu malade. Au passage, moi je trouve assez incroyable une société dans laquelle on a besoin d'attendre qu'une loi, qu'en haut, on reconnaisse quelque chose qui existe sur le terrain depuis des années. Ça nous parle aussi de la réalité dans laquelle on vit. Je trouve ça assez dingue. Peut-être, en réfléchissant à ça, qu'on attend de comprendre un phénomène pour y croire. Mais je ne suis pas sûr que le burn-out, ce soit quelque chose de compréhensible. Je m'explique. Je vois, moi, le burn-out comme un mélange de plein de choses, de ressorts intimes et sociétaux même, qui fait que des individus dévoués à leur travail s'y empoisonnent au point de se mettre en danger. En tout cas, quand j'entends les experts qui parlent dans ces émissions de télé, de radio, ou même dans les journaux, du burn-out, c'est drôle parce que moi je ne comprends pas de quoi ils parlent. J'entends parler de facteurs de risque, j'entends parler de solutions pour vaincre le burn-out, j'entends parler de management, de gestion du stress, mais j'entends pas parler de moi. J'entends pas parler de mon histoire. J'entends pas parler de notre histoire. Ils ne parlent pas du fait que l'être humain a besoin d'amour pour s'épanouir et que dans sa famille, les enfants, souvent, on leur propose un amour conditionnel. C'est-à-dire que l'enfant recevra plus ou moins de signes positifs en fonction de son comportement et des attentes de ses parents. Qu'à l'école, l'enfant doit s'adapter
à ce qu'on attend de lui, au lieu de découvrir ses besoins et ses passions. Moi, j'ai pas bien compris ce que je faisais à l'école. Ça m'a pas empêché d'avoir de bonnes notes, parce que je travaillais dur, d'avoir même une mention à mon bac. Mais j'ai toujours pas bien compris ce que je faisais à l'école. Dans ces émissions de radio, de spécialistes, j'entends pas beaucoup dire qu'au travail, la productivité, la privatisation et les bénéfices ont écrasé dans les années 90, celle-là même qui était l'entrée de ma génération sur le marché du travail, le progrès social, l'intérêt collectif, le lien ou les savoir-faire. Je fais partie d'une génération qui est peut-être la première génération d'êtres humains à avoir été désirée, en tout cas à avoir été précédée par un projet. Et j'ai pas l'impression d'avoir jamais eu d'espace-temps pour développer une relation d'amour avec soi, au-delà de toutes ces attentes qui étaient projetées. Tous ces experts ne parlent pas de ce manque d'amour qui nous tue. Cet amour qu'on ne sait pas s'adresser à soi, et qui me semble la clé de voûte du burn-out, et qu'on ne sait pas s'adresser à l'autre, du coup. Alors pourquoi pas aller chercher cette réussite dans le travail? Pourquoi pas croire dans ce rêve que pour être heureux, il faut réussir, et que pour réussir, il faut travailler? C'est ce que j'ai fait, peut-être. J'ai cherché le sens de ma vie dans mon travail, alors même que la fonction sens du travail s'évanouissait. Une démarche un peu schizophrène, en somme. On n'a qu'une seule vie. Trop nombreux ceux qui veulent la réussir, si rares ceux qui ne veulent pas la rater. Merci. Ah oui, j'ai repris le fil. Oui, il y a des émotions, c'est pas évident. Il faut leur laisser un peu de place aussi. Pas être dans le contrôle, sinon ça perd tout son sens. J'ai donc vécu un phénomène qui n'est pas reconnu. Bon, c'est pas si grave, hein, il suffit d'être au courant. Et depuis que j'ai écrit le livre, j'ai multiplié les rencontres. J'aime aller à la rencontre des personnes. Et je rencontre beaucoup de personnes qui me demandent, qui me posent des questions, qui attendent parfois des réponses, qui voudraient des définitions, des preuves, et puis peut-être même des débouchés ou des perspectives d'avenir. Moi, je partage ce que j'ai vécu. Quoi d'autre? Et je ne veux pas devenir expert de quelque chose que moi-même je ne comprends pas. Et par exemple, pour vous donner une image de cette incompréhension, j'ai pas bien compris quand commençait un burn-out. Alors ça peut paraître peut-être un peu étonnant comme question. Néanmoins, si on s'y arrête quelques instants, la première réponse, je pense, qui viendrait spontanément, ce serait le soir où mon corps s'est bloqué, s'est déchaîné et que je suis parti aux urgences. C'était le 1er janvier, je m'en souviens encore, 2010. Un moment d'urgence, un moment de souffrance aiguë. Et donc, voilà, je dis d'ailleurs, il y a 8 ans, j'ai vécu un burn-out depuis. Ça, c'est la première réponse qui paraît évidente. Cela étant, quand on y réfléchit, peut-être que le burn-out, il était sur les rails à partir du moment où j'ai déposé les statuts de l'entreprise, à l'automne 2008, alors même que se déroulait sur les écrans de télé, vous savez, les gens se jetaient par les fenêtres des banques, là aux États-Unis, la plus grande dépression, la plus grande crise économique mondiale. Si on remonte encore un petit peu en arrière, peut-être même peut-on imaginer que le burn-out était écrit un jour de jeunesse où j'ai laissé tomber mes rêves d'enfant pour faire semblant de croire aux rêves d'un autre. A contrario, si on inverse l'échelle du temps et qu'on revient par ici, on peut imaginer aussi que le burn-out a réellement commencé 4 mois après mon départ aux urgences, quand j'ai compris que je devais abandonner mon travail. Parce qu'après cette hospitalisation, j'ai continué à travailler avec les faibles forces qui me restaient. Je n'ai même pas pensé qu'il y avait une autre possibilité. J'ai ressorti un numéro dans des conditions terribles. Et donc, 4 mois après ce départ aux urgences, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de travailler pour me reposer.
et puis peut-être même quelques semaines plus tard, après cet arrêt, lorsqu'Isabelle, mon épouse, a frappé à ma porte avec une feuille qu'elle avait imprimée sur l'ordinateur et sur laquelle figurait une présentation du burn-out. Moi, je ne savais pas ce que c'était le burn-out, elle non plus. Voilà, alors du coup, ça nous montre que tout ça, c'est un peu compliqué, hein, et que l'essentiel n'est peut-être pas là. Ce que j'ai compris, moi, c'est que le burn-out, c'est quelque chose qui se casse à l'intérieur et que rien ne sera plus comme avant. Une épreuve, on peut la traverser, ou on peut la vivre. Alors je continue à dérouler ce fil de l'incompréhension, ou de la compréhension. On n'aura pas le temps de passer tous les sujets, mais on en aura passé quelques-uns. Désolé. Il n'y a pas de mal. Ça fait un temps de respiration. Donc, les médecins que j'ai rencontrés, je dis bien les médecins que j'ai rencontrés, pour éviter les anathèmes, les médecins que j'ai rencontrés non plus n'ont pas bien compris ma souffrance. J'ai pratiqué pourtant des dizaines d'examens, et à chaque fois, malgré ma souffrance, ma fatigue que je vivais dans mon corps, tout était conforme. Mon sang, mes selles, mes muscles, tout. Aux urgences, quand j'y retournais, quand je piquais une crise, jusqu'à ce que j'ai mon régime alimentaire adapté, j'y suis allé quelques fois, ils me regardaient d'un air un peu bizarre. Parce qu'ils me demandaient ce qui m'arrivait, j'étais pas bien incapable de leur expliquer. Un peu comme mon médecin de campagne, qui me regardait d'un air lui aussi un peu bizarre, parce qu'il m'avait prescrit tous les examens qu'il pensait utiles, et il ne savait plus quoi me prescrire. Un peu comme le psychanalyste. Bon, lui, il disait rien. Enfin, c'était un peu bizarre quand même. Ou le dermatologue, ou l'interniste. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste. Certains d'entre eux me prescrivaient quand même des médicaments, au cas où. Ça améliore mon état, mais mon corps épuisé développait par le menu la liste des effets secondaires. Et cela non seulement empirait mon état, mais brouillait le tableau et les pistes. Du coup, après, on ne savait plus les symptômes qui étaient liés aux médicaments de ceux qui étaient... Enfin, voilà. Du coup, j'ai changé de médecin, et je suis retourné voir mon médecin de famille, dans la vallée, un peu plus loin, celui en qui j'avais confiance, le médecin de mon enfance. Lui, il n'a pas cru à la thèse du burn-out. Il m'a dit de me méfier d'Internet. Bon, moi, je commençais à me méfier des médecins. Il m'a proposé, il était de bonne volonté, hein, il était super, Georges. Il m'a proposé d'aller me reposer un mois en maison de repos, pour commencer. Moi, j'ai eu trop peur. Voilà. D'abord d'être avec des malades, moi qui n'avais jamais été malade, avec des blouses blanches, peut-être peur de la contagion. Et puis, loin de ma famille, je ne me voyais pas loin de ma famille. C'était... J'étais à deux doigts de perdre la raison. Alors, je ne voulais pas quitter CEUX, qui me maintenait en vie. Et puis moi, surtout, ce que je voulais, c'était pas pouvoir me reposer. C'était pas du tout ma demande. Moi, j'attendais de retourner au boulot. Moi, je voulais pouvoir travailler. Alors, aller en maison de repos, non, ça ne m'intéressait pas. Alors, j'ai refusé. Et la dernière chose qui m'est dite, c'est qu'il faudra du temps pour me soigner. J'ai pas bien compris ce conseil. Le principal défaut actuel de l'humain est sûrement de confondre facilité et simplicité. Merci. Eh oui, se reposer, c'était sûrement trop simple. C'est comme le reste, ça s'apprend. Moi, j'avais pas appris. Alors, l'avant-dernier propos que je voulais partager avec vous, c'est celui-ci. Celui des proches, parce qu'un burn-out, ça ne touche pas que la personne qui en souffre, évidemment. Ça touche tout l'entourage. Ça interroge tout l'entourage. D'abord, il faut gérer la situation, l'absence, la douleur, l'incompréhension, évidemment. Et puis, ça a fait poser aussi des tas de questions sur les parcours de réussite des uns, des autres. Alors, ce que j'en ai retenu aujourd'hui, c'est assez court. C'est le fait que mes proches n'ont pas bien compris non plus ce qui m'est arrivé.
Ma femme et mes enfants, les premiers. Alors ma fille de 9 ans, elle dit, elle, que j'ai trop travaillé. Mon fils de 12 ans, lui, il dit que j'ai pas assez dormi. Voilà, je faisais mes reportages la journée, je les écrivais la nuit. Donc c'est sûr que c'était... Ma femme dit que je supportais trop de stress. Mon frère dit que je suis poète et que la poésie, c'est la phobie du capitalisme. Il est un peu politisé. Hein. On ne fait pas de politique ici. Ma grand-mère disait qu'elle, quand elle était encore là, que je n'avais pas eu de chance. Philosophe. Mon père dit qu'on vit dans une époque qui ne laisse pas de place aux jeunes, pas de place aux nouvelles idées. Et ma mère, elle ne dit rien. Une guerre ne se gagne pas, encore moins lorsqu'elle est menée contre soi-même. Alors le dernier tableau, avant de conclure, et de laisser la place aux lectures et aux échanges, parce que c'est précieux d'avoir ce temps-là aussi. C'est un tableau un petit peu plus positif, parce que voilà, on est dans un sujet sombre, mais la vie, c'est pas toujours confortable, mais c'est toujours vibrant, quand on laisse un peu d'espace. Souvent, on me demande comment je me suis rétabli. Alors je suis content, je me dis que ça doit dire que je présente bien. Moi, je fais la moue dans ces cas-là, parce que le mot de rétablissement ne me plaît pas trop. Alors vous allez dire que je suis un peu à cheval sur les mots, c'est vrai. D'abord, le rétablissement, ça donne une idée de retour en arrière, peut-être, de revenir, de se rétablir. Ça voudrait dire que le déséquilibre, c'est quelque chose dont il faudrait se rétablir. Peut-être que le déséquilibre, c'est aussi le mouvement. C'est peut-être la vie. Et puis, de toute façon, est-ce possible de guérir quand on n'est pas malade, puisque le burn-out n'est pas une maladie. Alors, l'objectif, moi, que j'ai essayé de poursuivre, peut-être en vain d'ailleurs, mais on se raccroche à ce qu'on peut, c'était de souffrir moins, plutôt que de guérir. Et j'ai noté 3 axes. Alors, pour ceux qui veulent prendre des notes, c'est le moment. Le premier, c'est ralentir et se reposer beaucoup. Alors, ça s'apprend, comme je disais, moi je ne sais toujours pas faire. J'ai toujours l'impression que je ne fais pas la moitié de... Alors c'est sûr, quand on a travaillé 16 heures par jour et qu'on n'en travaille plus que 2, on se sent un peu loin de l'objectif, mais j'y travaille. Le deuxième principe que j'ai retenu, c'est accepter que rien faire est une activité. Là, on lève encore le curseur, là. J'ai lu récemment qu'il y avait une étude étrangère, évidemment, c'est pas en France qu'on verra ça, qui disait que l'être humain était naturellement fait pour faire 3 siestes par jour. Ça m'a rassuré, moi j'ai déjà du mal à me tenir à ma sieste quotidienne. Et puis le troisième axe que j'ai noté, c'est prendre soin de soi. Voilà. Moi j'ai beaucoup appris à prendre soin des autres, et on nous apprend encore aujourd'hui que prendre soin de soi c'est égoïste. Mais moi j'ai vécu, je peux vous le dire que c'est pas du chiquet, que quand on est au fond d'un lit, on ne peut plus prendre soin des autres. Donc prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Sur ce point, donc du rétablissement ou du bien-être, j'ai compris qu'il existait aussi une différence entre la médecine et la santé. Sans vouloir opposer les deux, on n'est pas dans des guerres ou dans des oppositions. Et j'ai découvert à cette occasion, de cette aventure qui a été l'épuisement, les médecines douces. Donc moi je venais d'une culture très traditionnelle. Je ne sais pas ce que c'était qu'un ostéopathe, je ne sais pas ce que c'était qu'un naturopathe. Je ne suis pas d'Ardèche, je précise. Du coup, voilà, je vivais en ville. Voilà. Bref. Et du coup, je me souviens de ce jour où il y a eu un basculement comme ça, une espèce, c'est un peu comme quand la mer se... Non, vous ne voyez pas. J'étais dans un centre de rééducation. C'est ça. Et mon médecin m'avait envoyé dans un centre de rééducation pour pédaler sur un vélo statique, alors que j'étais épuisé. C'était une idée un peu folle. Et puis, une kiné m'a glissé en douce la carte d'un thérapeute alternatif, en douce. Et moi, j'étais au fond du désespoir à cette époque. J'explorais les bas-fonds du désespoir. Et je ne voyais pas de solution, je n'avais pas de solution de sortie, ça me faisait beaucoup de mal cette rééducation sportive là.
même si les niveaux d'effort étaient très faibles. J'étais dans l'impasse, et donc quand on est dans l'impasse, c'est le bon moment pour essayer d'aller vers ceux qu'on ne connaît pas. Et la première séance, Jean-Guillaume m'a posé trois questions, un peu cheloues, et sans que je comprenne ce qui se passe, mon corps s'est mis à s'exprimer, il a débordé, sans que je le contrôle, c'était une première. Et j'ai hurlé, j'ai pleuré, j'ai vomi des souvenirs dont j'avais jamais eu conscience, comme si je me réveillais d'une pesante amnésie. Après, il y a eu la sophrologie avec Constance, qui m'a fait ressentir une lumière intérieure, que je ne connaissais pas non plus et dont j'ai essayé de prendre soin. L'homéopathie avec Philippe, je ne me suis plus senti jamais seul avec mes petits tubes dans la poche. Le chamanisme avec Emmanuel, qui m'a fait découvrir d'autres mondes. Je suis un petit peu ému. Le massage avec Marie-Pierre, c'est votre émotion que je sens. Hein. Le massage avec Marie-Pierre, qui m'a fait voir mon corps sous un autre angle, et notamment la notion de toucher, qui m'était étrangère, aussi peu familière. Et le travail sur la voix, que je continue avec Jean-Marie, pour trouver la voix. Aussi quelques livres magiques, même si j'essaye de moins lire, de ne plus regarder la télévision, ça me fatigue. Et donc ce que j'en retiens de cet épisode de médecine douce, c'est que si la médecine douce ne m'a pas guéri, bon, au début j'étais un peu frustré, mais j'ai compris en tout cas que qu'il y avait des clés à l'intérieur, et qu'il fallait que j'arrête de chercher à l'extérieur, et qu'il fallait que j'arrête de voir la vie comme un projet, mais plutôt comme une aventure. Et aujourd'hui, j'essaie de réapprivoiser le contact avec les médecins et l'hôpital, quand c'est nécessaire, et de ne plus chercher de cause extérieure, ni de solution miracle à mon mal-être. Changer, c'est simplement accueillir celui qu'on est pour celle qu'on est. Il n'est pas écrit en écriture inclusive encore, ça viendra. Alors, pour conclure, je voulais vous proposer des non-réponses aux questions habituelles qui me sont posées. Alors, est-ce que le burn-out est une maladie ? Alors, je ne sais pas si le burn-out est une maladie. Ce que je sais, c'est que c'est le message, en tout cas moi je l'ai, ce que je sais, ce que je ressens, c'est que c'est le message de sauvegarde d'un organisme poussé à bout et qui nous oblige à stopper une situation qui nous détruit. Si on avait déjà ce regard sur le burn-out, peut-être ça changerait les choses. Une solution de mise en sécurité. Pendant des mois, des années, j'étais en colère parce que j'ai cru que mon corps m'avait lâché. Et j'ai compris que mon corps m'avait sauvé la vie. Alors ensuite, vous aurez compris que les définitions, c'est pas trop mon truc. Donc je ne sais pas comment fonctionne un burn-out. Ça m'intéresse pas beaucoup, à vrai dire. Ce que je sais, c'est que c'est très violent. Ça peut être très violent. Et qu'il faut accueillir la souffrance, la peur, la colère, la tristesse qu'on a accumulées, libérer les émotions enfouies, celles qu'on n'a pas su exprimer, cajoler ce corps cassé, se réconcilier en somme avec soi-même, pour pouvoir se réconcilier avec l'extérieur. Ça demande aussi, pour survivre, de s'aimer dans un état de déchéance, de désespoir, et ça je pense que c'est très difficile. Il faut s'occuper de soi sans culpabilité, et c'est un chemin d'apprentissage sur lequel on a besoin des autres et de son entourage, pas que du corps médical. Alors, j'ai passé 10 ans d'entreprise, ça laisse des traces. Hein. Donc je ne sais pas si le burn-out est une menace ou une opportunité, comme on dit en management. Ce que je sais, c'est que lorsqu'il est là, il n'y a pas d'autre choix que de faire avec. Que si on a la chance de pressentir ces signes avant-coureurs, ce qui n'a pas été mon cas, je ne les ai pas écoutés, il faut tout faire pour l'éviter, parce que c'est une tempête qui est d'une violence sans pitié. Et qu'après, au quotidien, il arrive qu'on reçoive de merveilleux cadeaux. Ce n'est pas tout sombre. En abandonnant, en détruisant ses croyances, ses habitudes, en détruisant aussi ce qui fait notre vie, ça laisse de l'espace pour s'initier, pour
commencer d'autres expériences, comme venir vivre en Ardèche, par exemple, pour se reconstruire, comme éduquer ses enfants autrement, comme se nourrir d'une autre façon, etc. La liste est longue. Alors, un débat de spécialistes, je ne sais pas si le burn-out est une maladie professionnelle, mais ce que je sais, ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est de rappeler, même si c'est des choses qui commencent à s'entendre, que le travail ne remplace pas l'amour que l'on a besoin de s'adresser, même si on y passe toutes ces journées. Je ne sais pas si notre société est en burn-out, comme les comparaisons sont parfois un peu faciles. Ce que je crois, c'est qu'elle projette un rêve collectif qui détruit certains individus. Et puis je ne sais pas si on peut guérir d'un burn-out. Je ne sais pas si je pourrais répondre un jour à cette question. Ce que je sais, c'est qu'on peut aller bien parfois et qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Il est temps de conclure. Donc ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que je ne sais pas donc si je guérirai un jour, on reste dans l'incompréhension, dans l'inconnu, si je trouverai un équilibre entre ma santé physique et ma santé psychique, j'ai osé le dire, un bien-être en somme, même s'il est relatif. Je n'ai pas très bien compris ce qui m'est arrivé, je ne comprends toujours pas très bien ce qui m'arrive, mais vouloir tout comprendre, c'est peut-être prendre le risque d'avoir peur de ce qu'on ne comprend pas. Et c'est peut-être se couper d'une grande partie de soi, toute cette partie qu'on ne comprend pas, d'une partie des autres, ceux qu'on ne comprend pas, et d'une partie du monde. Je souffre toujours de troubles qui me handicapent, et parfois je rechute. Et c'est dur. Mais parfois, aussi, il m'arrive d'être confiant, d'entendre ce que dit mon corps, ce que disent mes émotions, et par-delà mes peurs et mes errances, qui ne sont jamais loin, je reconnais alors toute ma joie de vivre. Elle ne nous quitte jamais, la joie de vivre, c'est juste qu'on l'oublie, parfois. Et c'est le plus beau cadeau que je puisse faire au monde d'accueillir ma joie de vivre. Car quand je m'aime, je suis en capacité d'aimer les autres, tels qu'ils sont, et de révéler en eux ce que le plus souvent ils ne voient pas. Leur propre lumière. Et je vais finir sur cette phrase, parce que de toute façon, j'ai plus de voix. La confiance, c'est une phrase que je vous propose, que je ne vous impose pas évidemment. La confiance, ce serait d'accueillir même ce qu'on ne comprend pas. Même quand ça fait peur ou que ça fait mal. De garder sa porte ouverte et prendre le risque de laisser passer ce qui se présente. C'est difficile, mais ça permet de rester vivant. Merci.